Bonjour ou bonsoir, Nec Plus Ultra part à la pêche aux étoiles. Stars du design, de la joaillerie, de la mode, ils sont jeunes, ils sont même parfois beaux, mais tous sont exceptionnellement doués. Nous avons rencontré ceux qui incarnent à la fois l'éternel génie français et la modernité. Sommaire. Hervé van der Straten fête 10 ans de talent et de création. Les bijoux fins d'Esther. La saga des Vesses, antiquaire aux puces. Hervé van der Straten crée du mobilier dans la tradition du savoir-faire français avec un brin d'audace, pas mal de volupté et infiniment de maîtrise. Ces matériaux d'exception, ces décalages, ces turbulences font le miel des décorateurs du monde entier. Ce n'est donc pas un hasard si à 42 ans, il a reçu le label d'entreprise du patrimoine vivant. Hervé van der Straten célèbre un anniversaire, celui des 10 ans de sa galerie. On souffle les bougies avec lui. Il y a des intrigues un peu visuelles dans mon travail. On cherche un peu l'équilibre, on ne sait pas si les choses s'écroulent ou si les choses sont en train de se développer. J'ai ouvert ce lieu il y a 10 ans parce que j'ai eu envie de montrer l'ensemble de mon travail dans un seul et même espace, donc à la fois les bijoux, le mobilier, le luminaire. C'était aussi pour moi le début du développement de mes recherches dans le domaine du mobilier. Ma base, c'était le bronze. Après, il y a 10 ans, j'ai rajouté l'ébénisterie. Après, j'ai essayé de faire des meubles en inox. Il y a eu de la laque. On va avoir l'ébène massif qui est très noir. Juste le petit filet doré et puis le côté un peu pourpre du meuble, ça je crois que c'est bien comme rapport. Je pense qu'il faut qu'il y ait un peu du satiné, du brillant. Et puis on a aussi le marbre en dessous qui lui sera complètement brillant. Hein. On a dessiné l'outil pour moulerer le bois. Donc là on a fait un jeu comme ça de fer avec différentes formes. Donc il y a vraiment... il n'y a pas un millimètre qui n'a pas été étudié, dessiné, élaboré. S'il y a vraiment une des choses que j'ai gardées de mes études en peinture aux Beaux-Arts, c'est vraiment la notion de dynamique, de mouvement. On retrouve cette notion dans beaucoup de mes pièces, qu'elles soient géométriques ou qu'elles soient plus fluides. On a toujours l'impression que les choses sont empilées, décalées. En tout cas, ce sont des pièces qui dégagent une certaine force et puis en même temps une espèce de fragilité. Voilà, j'aime bien ce contraste, j'aime bien cette dualité. Chaque pièce est entièrement faite à la main. Là, par exemple, les tranches ont été légèrement fastées pour avoir des brillances. Donc, c'est une accumulation de petits détails qui créent le raffinement en fait, dans la pièce finale. Donc là, il faut que je trouve le bon rythme. Pour un meuble comme ça, il faut compter environ 600 heures de travail. Et puis là, il faudrait que ce soit pas si mou. Mais c'est un peu massif l'ensemble. Je crois qu'on va retirer quelques pastilles. Parce que le côté aléatoire, c'est très très bien, c'est assez amusant, quoi. Ça pétille dans tous les sens. Non mais ça va être impressionnant ce lustre.
À ceux qui prédisent la fin des métiers d'art, ceux qui pensent qu'il n'y a pas de débouché professionnel, les ateliers d'Hervé van der Straten, leur jeunesse, leur beauté apportent le plus vibrant des démentis. Ils ne sont pas les seuls d'ailleurs. Esther Assouline travaille l'or. Ses bijoux sculptures racontent des voyages et des histoires d'amour. Esther est marocaine. Elle reçoit donc, selon les principes d'hospitalité de son pays, avec le fameux thé à la menthe. Elle était peintre. Ses premiers tableaux étaient faits en pastel sec qui lui renvoient les souvenirs de voyage. Aujourd'hui, elle crée des bijoux. Alors que je suis peintre et que je dessine, pour les bijoux, je ne dessine pas. Je vais directement travailler sur la matière. Ni classique, ni ethnique, le style d'Esther est tout à fait singulier. Pour les bagues, souvent, c'est en fonction des pierres que j'ai, je travaille autour. Après, pour tout ce qui est médailles et tout ça, j'ai des thèmes de prédilection, comme j'aime beaucoup l'Inde, des thèmes Jaipur. J'ai une bague qui est cette bague que j'ai un peu déclinée, qui est un souvenir berbère. Ça, c'est lié à mes origines, d'après les bijoux berbères que j'ai ciselés, moi, à ma manière, alors que les bijoux berbères sont plutôt gravés en général. Elle aime travailler l'or pur de 22 ou 18 carats. Je sais pas, c'est vraiment instinctif. C'est pas quelque chose de calculé, c'est pas vraiment réfléchi. Ça fait partie de moi. C'est ma sensibilité qui est là. Ils sont assez figuratifs, mes bijoux. Donc il y a le terme des étoiles, la lune, après le Jaipur, c'est la goutte indienne. Enfin, souvent ils sont réversibles. Quand vous regardez certaines médailles, il y a un endroit et un envers. J'aime pas le côté trop fini, trop lissé des choses. Donc j'essaye de m'exprimer, et je faisais pareil dans le pastel, en me laissant une grande liberté. Donc la technique, oui, pour pouvoir faire ce que j'ai envie de faire, mais pas pour m'enfermer. Comme ces tableaux, les bijoux d'Esther racontent une culture et une histoire. Et ce côté certainement brut, et en même temps j'aime les belles finitions, j'aime ce qui est délicat, donc ce mélange-là me va tout à fait. Mes origines certainement font qu'il y a quelque chose au fond de moi qui fait que j'ai besoin que les bijoux, on a l'impression qu'ils sortent de fouilles ou qu'ils aient une âme, qu'ils viennent de quelque part. Dans les bijoux que je pouvais trouver en fait dans le commerce, il y avait ce côté bijoux ethnique en masque que j'aimais bien, mais il me manquait quelque chose. Ou les bijoux, j'aimais beaucoup les bijoux 19e, très raffinés, très délicats, mais un peu figés. Et en fait, j'ai fait les bijoux que je ne trouvais pas. Ça, c'est du ciment, du ciseleur. Il faut le chauffer pour le ramollir, pour pouvoir mettre les pièces dedans et après les travailler sans qu'elles se déforment. C'est des pièces qui ont déjà été chez le fondeur. Je les reprends en ciselure pour essayer, par exemple, là, je vais essayer de donner un aspect mat à la pièce. Voilà. Et là, il faut attendre que ça refroidisse pour que ça ne bouge plus. Ici, je vais sertir avec des pierres. Tout ça, ça va être serti de tourmaline, cabochon, des petits diamants. L'intérêt avec la ciselure, c'est que quand on travaille directement sur métal ou même quand on récupère des fontes, souvent l'or est un petit peu ramolli, le fait de retravailler en ciselure, ça redonne du tonus au métal, ça le retend, et ça lui donne de la vie. Intuitive et spontanée, Esther façonne des heures chaque pièce pour lui donner une âme. Je ne polis pas mes bijoux parce que je trouve que ça tuerait justement ce côté matière. Quand on porte un bijou qui n'est pas poli, on sent l'or qui vit, qui bouge et il devient de plus en plus beau. Là, moi, je vois des pièces comme ça, en fait, plus elles se patinent, plus elles sont jolies. Esther affectionne particulièrement la rencontre du brut et du raffiné.
ce soit en cire que je donne à la fonte et après je reprends en ciselure, ou des maquettes que je fais en métal, c'est moi qui gère tout. Comme je travaille vraiment à l'instinct, c'est mon instinct, je sais à quel moment c'est fini, je sais à quel moment je dois m'arrêter. Si on donne à faire à quelqu'un, il n'a pas la même sensibilité que vous et donc c'est plus vous. Pour moi, le vrai luxe, c'est la liberté. C'est ça le plus important. Être libre, moi j'ai une grande liberté, je peux faire ce que je veux, ce que j'aime, ce qui n'est pas évident. Hélas, tout le monde n'a pas cette chance. Donc je pense que pour moi, vraiment, la vraie symbolique du luxe, c'est la liberté. Et donc, à partir du moment où on est libre, on peut créer, on peut faire des choses vraiment à son image, on peut vraiment donner aux autres ce qu'on a envie, on n'est pas canalisé. Ces bijoux sont le reflet de sa générosité, même si la carte bleue doit chauffer un peu. Cette génération de jeunes créateurs ne dénigre pas le passé et c'est là où les choses deviennent intéressantes. Accorder ce passé au rythme du présent, c'est aussi le pari d'un jeune antiquaire. Sa passion, l'art déco. Il a de qui tenir. Sa famille baignait déjà dans les puces, mais il entend bien dépoussiérer l'image de l'antiquaire compassé. Le marché de Saint-Ouen pourrait s'endormir sur ses lauriers, mais en voilà deux qui vont lui secouer les puces. Ces héritiers d'une famille de marchands ne lisent pas leur avenir dans une boule de cristal, mais bien dans l'art déco. C'est avec ce style très à la mode qu'ils font leur beurre, prenant ainsi la relève de leur maman, célèbre figure du quartier. Grâce à un monsieur qui est malheureusement décédé, qui s'appelait Michel Souillac, qui un jour est rentré dans mon magasin. Il était estomaqué et je sais pas, je lui ai plu. Il m'a dit, écoute Dany, si tu veux, je te mets du mobilier chez toi. Et c'est comme ça qu'est venu donc pour l'art déco. Je suis parti grâce à lui avec Maurice Dufresne, il m'a mis des paravents de Dunant et tout. C'était magnifique à l'époque. Et ça m'a donné l'engouement de pouvoir continuer. C'est donc une histoire de famille qui est née ici, voici 10 ans, autour de Dany et de Rodolphe Wess. La famille se partage 350 mètres carrés. Le papa, le cadet, l'aîné et la maman, Dany. Là, ce qui me touche, c'est la réalisation de ces meubles. La qualité, la finesse, les lignes. Voilà. Les lignes pures, surtout, parce qu'on sortait un peu du Napoléon III, et il se fait qui était très chargé, et il se fait que ces lignes ont été ressorties après, d'une façon pure, peut-être un peu masculine pour certains designers, mais c'était des formes cubisme, modernisme. Et c'est ça qui plaît dans l'art déco. Là, vous êtes sur une pièce qui est en merisier réchauffé palissandre, 7 lacs de BK, avec une transparence, une profondeur. Là, à l'intérieur, vous ouvrez, vous êtes sur un travail en chaîne. Une pièce qui est très pure de lignes, basse, très tendance aujourd'hui. En plus de faire des lignes si pures, l'art déco a exprimé l'âme de toute une époque. En fin de compte, le XXe siècle est en ébullition. L'avantage de cette période-là, c'est qu'elle est intemporelle. Et c'est vrai que les gens aujourd'hui s'identifient à l'art déco. Pourquoi ? Parce qu'ils peuvent mélanger. On peut mettre du contemporain avec, on peut matcher du 70. Le XXe siècle a toute cette fusion, tout ce charme et surtout ces essences, ces couleurs. La France a énormément colonisé. C'est pour ça qu'on retrouve dans cette période énormément d'essences exotiques. A contrario, par rapport à l'art déco anglais qui est beaucoup plus basé sur 4 ou 5 essences. Là, on est parti complètement aux 4 coins de la planète et on le retrouve sur nos mobiliers. Il y a vraiment un travail de qualité qui a été fait à l'époque. C'était le travail de plaquage. En fin de compte, les ébénistes à l'époque avaient un vrai savoir-faire. C'est-à-dire qu'ils faisaient un travail en cross-quick. Vous aviez la partie structure qui donnait le mouvement de la table. Ils mettaient en fin de compte un plaquage dans l'autre sens.
et ils mettaient un autre plaquage de finition. En l'occurrence, là, c'est un plaquage de finition qui est en ébène de Macassar. Ce qui veut dire qu'avec le temps et l'hygrométrie, les plaquages ne pouvaient pas travailler et ne pas bouger. C'est pour ça que les meubles du XXe siècle, les meubles art déco, sont des meubles qui ont su traverser notre histoire. Pour qui recherche le bel objet, Rodolphe Wess et son flair de fin limier réalisent des prouesses. C'est toujours un peu la chasse au trésor. Quand on va sur une brocante, sur un déballage professionnel, il est certain que si on y va, c'est pas pour ramener une chose anodine, c'est pour retrouver la belle pièce. Alors là, nous arrivons sur une chaise des années 30-35, qui a été réalisée par deux personnes, qui étaient André Domain et Marcel Genévrier, la maison Dominique. Là, c'est l'étape d'origine. On va trouver un artisan qui va commencer à remettre cette pièce dans son état d'origine. On va arriver à cette étape-là. L'étape de dégarnissage, recollage, prête à être restaurée. Maintenant, nous arrivons à l'étape finale, qui est une pièce remise dans son état il y a plus de 70 ans. On a gardé ce côté authentique du tissu et de la chaise. Pour faire chic dans les dîners, vous pourrez toujours citer Ruhlmann, Dunant, Charot ou Prince, pas le chanteur, on s'en doute. Un prix est automatiquement lié à tout un corps de métier. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une pièce authentique d'époque, comme celle-ci, si nous devions la faire refaire à l'identique aujourd'hui en 2009, coûterait plus cher que l'ancienne. Nos clients aujourd'hui cherchent deux petites choses. C'est retrouver un intérieur qui est propre à eux, avoir aussi une pièce élégante. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ces clients viennent là pour chercher aussi le petit détail qu'ils ne trouveront pas dans les grands magasins. Face aux clients, ce sont parfois des couleuvres que Dany s'avale. Mais on s'imagine le sort de Dany brillant. Aujourd'hui, on est beaucoup plus actif, on a des moyens de communication, on est capable de répondre rapidement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, cette nouvelle vague d'antiquaires, en fin de compte, est dynamique. On est vraiment dynamique et on aime notre métier. Et c'est vrai que derrière, il y a cet artisanat, ce respect, cette tradition qu'on a envie de conserver. On a envie que le patrimoine français et cette culture française, on a envie de l'enrichir et la conserver. Pour ses fils, le sort est scellé, mais il n'est pas si laid que ça. Frédéric relève le gant. Le moment est venu de se quitter. Merci à qui ? Merci à l'Hôtel Meurice de nous avoir accueillis. Merci à vous de nous avoir accompagnés. La semaine prochaine, je vous proposerai un tout autre voyage, toujours sur TV5 Monde.